Bonjour à tous, on va y aller. Donc cette présentation sera consacrée à un retour d'expérience que nous avons fait avec Nathaniel lors d'une de nos missions. On va vous raconter nos péripéties pendant 6 mois d'agilité, de coaching et plein d'autres choses. Alors on va démarrer. Alors tout d'abord, on passe rapidement sur les sponsors pour les remercier. Ensuite, je me présente rapidement. Donc Nicolas Josviac, je suis chez Xebia depuis 6 ans maintenant. Depuis 1 an, coach agile. Et donc j'ai exercé avec Nathaniel ce projet de Josiane. Donc bonjour, moi je suis Nathaniel. Donc tout comme Nicolas, je suis Scrum Master et coach agile. Donc juste notre background à Nicolas et moi, on est à la base développeur Java Tech Lead. Et on intervient maintenant depuis plusieurs années sur un rôle de Scrum Master et depuis un peu moins de temps sur plus cette partie coaching agile qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un retour d'expérience vraiment concret. Donc c'est une histoire vraie qu'on va essayer de vous raconter. C'est une histoire avec ses hauts, ses bas, ces moments où on est content et ces moments où on se demande vraiment qu'est-ce qu'on fout là. Et du coup, cette histoire, elle commence chez un client. Donc le client en question, c'est Email Vision qui nous a autorisé donc, à le citer. S'il nous a autorisé, c'est que vous connaissez la fin, donc c'est que ça se passe pas si mal que ça. Et donc Email Vision, pour vous expliquer un peu le contexte, c'est leur métier, c'est du marketing par email. Donc leur métier, c'est d'envoyer à des milliers de personnes, des millions même plutôt de personnes, donc potentiellement vous tous, des campagnes de publicité principalement ciblées sur les bases de leurs clients. Et le projet sur lequel on est intervenu, c'est le projet qui est vraiment au cœur du métier d'Email Vision, qui s'appelle le projet Message. Et en fait, le but de ce projet, c'est d'avoir une interface un peu comme ce qu'on pourrait trouver dans le Gmail. C'est un éditeur de mail graphique dans lequel les milliers de clients d'Email Vision peuvent saisir un message. Donc vraiment avec tout ce qui est image, tout ce qui est texte, tout ce qui est lien, tout ce qui est mettre du tracking sur tous les différents liens pour avoir des statistiques sur qui a vu son mail ou pas, qui a cliqué sur quel lien. C'est pour faire tout ça, pour pouvoir personnaliser vraiment le contenu qui va être envoyé, pour derrière créer des campagnes qui vont être ensuite envoyées à des milliers, des millions de clients. Donc ce projet-là, donc en fait, juste pour un petit peu de background, Nicolas et moi, on intervenait depuis plusieurs mois chez Email Vision. En fait, on intervenait depuis je crois depuis à peu près le mois de juin, mai-juin de cette année, on a commencé sur 2 projets différents. Et le projet Message, lui, en question, avait démarré depuis le mois de février 2011. Donc il avait démarré de manière très classique, en mode spécification, développement, test, un projet assez classique, assez waterfall. Et le problème, en fait, c'est que donc moi j'ai fini un premier projet avec Email Vision et la responsable développement me dit bon bah sur ce projet-là on galère un peu, on a du mal à avoir la visibilité, on est dans un gros effet tunnel, on ne sait pas trop où ça va. Et le problème avec ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est hyper critique. C'est vraiment un projet qui est au cœur de la stratégie de l'entreprise, que tout le monde connaît dans l'entreprise. Le PDG a une vue directe sur ce projet-là parce que c'est vraiment quelque chose qui touche tous nos clients. Et il faut qu'on sorte quelque chose à cette fameuse échéance. Donc c'est mois de février, donc c'était janvier-février 2012. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte derrière. C'est vraiment une date sur laquelle on ne pouvait pas déroger. Sachant que la stratégie d'Email Vision, c'est de travailler par palier. Donc à peu près tous les 4 mois, tous les 4 à 6 mois, ils faisaient des paliers de livraison complète de tout leur applicatif. Et il fallait qu'on s'inscrive dans ce créneau-là et qu'on loupe pas le coche. Donc du coup, moi je suis arrivé comme une fleur, donc à peu près au mois d'août, pour faire un état des lieux et voir comment on pouvait faire quelque chose de ce projet. Donc ça, c'était un peu ma vision quand je suis arrivé au mois d'août. C'est un tweet, c'est que j'arrive dans un beau panier de crabes quand même. C'est assez compliqué, le projet est assez tendu et les personnes qui sont dedans commencent à avoir un peu des difficultés de relation parce que le projet patine, on a du mal à voir où ça va. On est vraiment dans ce gros effet tunnel. On a aussi de grosses craintes techniques, c'est-à-dire qu'il y a des grosses parties, des gros challenges techniques qui n'ont pas été encore abordés. Et même les gens se demandent est-ce que techniquement ça tient la route, est-ce qu'on va arriver à sortir ce projet. Donc le but du projet, c'était de faire une refonte complète de tout le projet parce que c'était un château de cartes qui s'effondrait tous les jours. Et donc le but, c'était de faire une refonte vraiment iso-fonctionnelle de tout ça, et tout en ajoutant bien sûr des nouveautés attendues par le marketing depuis plusieurs mois. Et donc il y a de grosses craintes.
Donc comme je vous disais, moi je suis arrivé comme une fleur avec ma petite baguette magique agile, et j'ai fait, on va passer ça en agile, comme ça on n'aura plus de problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé donc, pour essayer de réunir le product management avec la chef de projet et les développeurs qui étaient présents. Donc on avait, à ce moment-là, on avait une chef de projet et 2 développeurs. Et on avait une personne qui jouait le rôle de product owner, en fait, côté product marketing. On a fait avec eux, on a fait tous ensemble en fait ce qu'on appelle une espèce de simulacre de release planning pour essayer vraiment de borner tout le projet et puis se donner des échéances intermédiaires. Donc là, il nous restait à peu près 6 mois pour se donner à peu près tous les 2 mois qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir pour que ça tienne la route pour arriver à sortir quelque chose à notre fameuse date de février. Et on est passé tout le projet en Scrum, c'est-à-dire Scrum un peu by the book, des itérations de 2 semaines, avec donc un planning où tout le monde participait, une démo à la fin, donc ce qui a commencé à donner de la visibilité au projet un peu à tout le monde, une rétrospective, un stand-up, un board pour vraiment partager tous le même niveau d'information, chose assez classique. Et donc du coup, tout marche bien, on est content. Et à ce moment-là, donc du coup, il y a Nicolas qui arrive. Nicolas arrive, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec aussi 2 autres développeurs. Donc là, on commence à monter en échelle. On passe à 7 développeurs à ce moment-là, quoi. 6 développeurs plus un Scrum Master, en gros, qu'on faisait souvent tourner au sein de l'équipe, plus un testeur. Et donc Nicolas, en gros, quand tu arrives, vu que j'ai sorti ma baguette magique, tout se passe bien, quoi. En fait, pas tout à fait. J'ai pu voir l'étendue des dégâts. En fait, avec Nathaniel, moi j'étais encore sur un ancien projet d'Email Vision. Et donc Nathaniel me faisait des retours sur ce projet-là. Et je me suis dit, t'es un peu mal barré. Je sais pas comment tu vas te dépêtrer de tout ça. Et moi, après, on m'a mis dessus. Donc on m'a demandé si je pouvais donner un coup de main à Nathaniel. J'ai dit, bon, ok, on va vivre l'aventure tous les deux. Et en fait, l'agilité a tenu ses promesses. C'est-à-dire qu'il y a eu l'apparition des problèmes plus rapidement. Donc effectivement, c'était waouh. Donc premier constat, j'ai pu voir l'étendue des dégâts lors du premier sprint planning. J'arrive, on se met tous dans une salle, il y a des nouveaux participants. Et là, de mémoire, le sprint planning a dû durer 3-4 heures pour seulement sortir 2-3 stories. C'était vraiment assez magique. Et les gens butaient sur du vocabulaire, c'est-à-dire des choses basiques. Nathaniel vous parlait du tracking de liens. Donc chez Email Vision, ça consiste à récupérer des informations dans les liens que vous mettez dans vos mails. Rien que cette notion-là était différente selon les personnes, et ils n'étaient pas d'accord. Donc on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, on a vu qu'il y avait beaucoup de remises en question de certaines fonctionnalités. Donc j'ai pu observer en arrivant un conflit entre équipe et product owner. Donc là, on n'était pas du tout dans l'agilité. C'est vraiment, on avait 2 entités bien distinctes. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc on a essayé de creuser un peu plus. Et en creusant un peu plus, on a vu que, tout simplement, il n'y avait pas de vision partagée. On avait d'un côté la vision du produit, de l'autre côté la vision des développeurs, et enfin la vision du management. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivé, je pensais que c'était tout simplement une refonte d'un projet existant, avec quelques fonctionnalités en plus. Effectivement, c'était la vision des développeurs. Pour le product, c'était un peu ça, mais pas tout à fait ça. Ils attendaient un petit plus en plus, mais ils ne savaient pas trop quoi. Ils attendaient que, justement, la partie développement apporte cette magie-là. Et le management s'attendait vraiment à carrément autre chose. Mais ils ne savaient pas quoi. Ils disaient, on ne veut pas ça, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Du coup, avec Nathaniel, on arrive dans ce genre de situation. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on a décidé d'aplanir tout ça, de reprendre les bases, retourner aux sources. Donc on s'est dit, on va remettre ça un peu carré, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement que ce projet message. Donc on a fait une petite réunion et j'ai posé une simple question à tous les intervenants sur qu'est-ce qu'un message au sens Email Vision. À notre grande surprise, aucune réponse. Les gens n'étaient pas capables de nous dire ce que représente un message pour eux, ce qu'il est censé faire, alors que c'est la base du projet quand même. Et donc, on s'est dit, on tient notre problème, et à partir de là, on va essayer de travailler pour définir un but au projet. Mais pour définir ce but de projet, en fait, on avait un problème avec Nathaniel, c'était qu'on commençait à être là depuis quelques temps. On avait plus ou moins des idées sur ce que représentait un message chez Email Vision. Du coup, on avait peur de prendre un peu trop parti et de se dire, peut-être on se dirige un peu mal, on ne sait pas trop. Et on a demandé de l'aide extérieure. Donc, un de nos collègues chez Xebia, donc Gilles Mantel, ici présent, coach agile beaucoup plus expérimenté que nous. Et à cela, on a vu 2 avantages. Premier avantage, c'est qu'il est facilitateur.
Donc il a pas mal débloqué de situations dans beaucoup de ses missions. Et autre gros avantage, c'est qu'il est surtout extérieur au projet. C'est-à-dire qu'il est neutre, il n'a pas de parti pris. Et ça a été un gros plus pour nous, parce que vraiment les gens ne le connaissaient pas. Et du coup, je parle pour toi, mais je ne sais pas si tu connaissais ce qu'est un message au sens email vision, un mail au sens email vision. Et du coup, vraiment, il a pu arbitrer vraiment librement. Et donc, Gilles est arrivé avec sa petite valise de gaming chez Email Vision. Et Nathaniel, raconte-nous ce qui s'est passé. Donc ouais, tout à fait. Donc l'avantage de Gilles, c'est que lui, il connaissait pas, il n'était pas partie prenante. C'est vrai que Nicolas et moi, on faisait du développement sur le projet, on faisait de l'accompagnement des personnes déjà, et on avait forcément un gros parti pris parce qu'on était dedans. Donc Gilles, ce qu'il nous a proposé, c'est de faire un atelier. Donc on a fait un workshop d'une demi-journée. Ce qu'il nous a proposé en fait, c'est de faire une émulsion d'un peu tout le monde. Donc on s'est tous mis dans un coin. On a fait venir en gros une vingtaine de personnes. Donc il y avait toute l'équipe complète message. Donc ce qui représentait à ce moment-là, en gros, il y avait 7 développeurs, un Scrum Master. Il y avait 2 personnes côté test, un designer, le product owner. On a mis tout ça ensemble. On a fait plus que ça. On a mis aussi le management côté développement, le management côté produit. On a fait venir aussi l'équipe designer. On a mis tous les différents tech leads d'autres projets, des gens qui ont de l'ancienneté dans l'entreprise et qui connaissaient très bien du coup tous les concepts là. Et Gilles nous a proposé, donc c'est vraiment l'atelier Product Box. Donc je sais pas si ça vous parle. On en a pas mal parlé ce matin. Déjà c'est Product Box, c'est un des ateliers qu'on va trouver dans le livre Innovation Games. Donc l'idée de la Product Box, c'est d'imaginer son produit fini, et en fait c'est d'imaginer qu'on est en train de le vendre, et c'est de créer la boîte dans laquelle on va mettre notre produit pour vraiment arriver à attirer nos clients en disant si vous achetez notre produit, voilà comment on voudrait vous le vendre. Donc on va designer la boîte, on va mettre bien devant quelles sont les informations qu'on souhaite mettre vraiment en avant, quelle est la proposition de valeur forte de notre produit, quel est vraiment le message qu'on cherche à faire passer. Et sur les côtés, on va pouvoir avoir un peu plus de détails. Sur le derrière, on va pouvoir faire émerger des workflows, par exemple, tout un ensemble de choses. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, on a coupé ça en 3 groupes pour avoir des petits groupes, en gros, de 6-7 personnes qui travaillent. Donc, c'est des groupes mixtes. On a évité d'avoir un groupe product, un groupe l'équipe message. On a vraiment mixé un peu tous les groupes pour avoir un peu l'émulsion. Ce qui a été intéressant, c'est que vraiment tout le monde s'est pris au jeu. Des gens aussi qui étaient très braqués sur le projet, c'est-à-dire qui étaient très braqués sur leur vision des choses. Le fait de le faire sous forme de jeu et de sortir du contexte habituel aussi, le gros avantage, c'est que ça leur a permis en fait de se mettre dans un autre mode de pensée et de se dire si j'avais une vision idéale, comment elle serait. Et on a eu du coup vraiment des déblocages chez certaines personnes pour dire moi, si je sors de mon contexte actuel, voilà comment moi j'aurais voulu qu'il soit. Et on est arrivé à ce résultat-là, donc on a 3 différentes boîtes. Si je vous le montre un peu plus en détail, ça donne des choses un peu comme ça. Donc donc là les boîtes on les avait laissées à plat, on aurait pu les découper et vraiment les mettre sur une vraie boîte, Donc c'est vraiment dire là on voit vraiment une notion de workflow, vraiment dire un workflow simple. Vraiment des messages clés, dire voilà, on voit simple, efficace, international, débutant, par exemple. On voit vraiment les propositions fortes qui ressortent. Même si les groupes ils sont différents, on retrouve quand même des messages assez similaires en fait entre toutes les différentes boîtes. Donc on a une partie de fantasme sur certaines boîtes, des gens qui auraient vraiment voulu avoir des choses extraordinaires. Mais on a quand même des gros points communs, des gros points sur lesquels on se retrouve, tout le monde se retrouve. Et par exemple, voilà, on a la dernière où on a moderne, simplifié, épuré. On a vraiment cette notion de simplicité, de facilité d'utilisation qui ressort dans toutes nos boîtes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est quand chacun a fait sa boîte, à la fin, on fait une séance où chacun présente sa boîte et essaie de la vendre un peu comme un commercial qui se fait l'avocat de sa boîte à lui. Et à la fin, on essaie justement de brainstormer pour dire qu'est-ce qui ressort de commun à tout ça. Et ce qui a été intéressant, c'est que en plus de cet atelier-là, en fait, ce qui est ressorti, c'est cette personne ici, raté, c'est cette personne-là, cette personnage-là. En fait, la personne qui a présenté la boîte là, l'a appelé pour rigoler, et il a dit moi, mon produit, il est tellement simple que Josiane, ici présente, qui est le cliché de la blonde qui ne sait pas utiliser un ordinateur, même elle, Josiane, elle sait l'utiliser parce qu'il est tellement simple, mon produit, que c'est super intuitif pour elle, il n'y a pas de notion technique qui vient la polluer, et même Josiane est capable d'utiliser.
Et en fait, on a tiré jusqu'au bout ce concept de Josiane. On a essayé d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, quoi. Et là, donc Josiane a pris forme. Donc c'est au début, on a gribouillé sur des feuilles ce qu'elle était censée faire, avec certaines fonctionnalités qu'elle attendait. Donc c'était vraiment des bribes, tout le monde discutait, ça partait un peu dans tous les sens. Et on s'est dit, bon, on va essayer de formaliser Josiane. Donc Josiane a pris forme ensuite de cette manière-là. Donc l'autre persona, donc, qui est très très important, qui va être vraiment notre vecteur pour la suite du projet. Donc on l'identifie avec une photo fictive. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis aussi des notes sur ses connaissances techniques. On les a notées sur 5. Comme l'a dit Nathaniel, ce qui ressortait des Product Box, c'était le mot simplicité. Donc, comme vous pouvez le voir, en HTML, Josiane, elle n'y connaît rien. Par contre, elle est très forte en Office. On a défini un contexte, donc là aussi très important pour un persona, histoire de savoir ses habitudes, de quoi elle a besoin. Et enfin, un workflow fictif. Mais le but c'était donc, comme je viens de vous le dire, simplifier cette création de messages. Il faut savoir que chez Email Vision, avant ce projet-là, il fallait une bonne demi-heure pour créer un message. Et l'objectif, c'était de diviser le temps par 2, donc atteindre 10-15 minutes pour la création du message. Donc il y avait vraiment une forte envie de simplification. Alors comment ça se matérialise au quotidien, Josiane? Enfin, plutôt un persona. Nous, on l'a mis sur notre Scrum Board, donc affiché en évidence. Toujours y faire référence. Vous voyez aussi sur notre Scrum Board, je fais une petite parenthèse, il y a d'autres personas qui apparaissent en dessous. Parce que lorsqu'on a défini notre persona Josiane, il y avait d'autres fonctionnalités qui sont arrivées, mais qui pour Josiane n'étaient pas nécessaires, qui étaient pertinentes certes, mais pas nécessaires pour elle. Et du coup, on a proposé de créer d'autres personas qui feront l'objet d'autres releases éventuellement, ou si on avait le temps de pouvoir les intégrer. Donc ouais, ce que dit Nicolas, c'est vrai que l'avantage de ce personnage-là, c'est qu'on a toujours, les développeurs ont envie de faire des choses, même le product aussi a des envies de dire bah ça pourrait pas être très cher à faire, on a envie d'y aller. Mais l'avantage du personnage, c'est que ça permet vraiment de centraliser, quoi, de recentrer tout le monde en disant d'accord, c'est intéressant. Mais nous, notre persona, ce qu'on veut faire, c'est d'abord faire plaisir à une catégorie utilisateur avant d'essayer d'avoir une couteau suisse qui fasse plaisir à tout le monde. On se concentre déjà à faire une chose bien, avant d'essayer de faire plein de choses et potentiellement de rater un peu tout le monde. Et l'avantage du persona, c'est que c'est assez facile du coup pour dire d'accord, ça serait bien d'avoir un petit éditeur HTML, mais clairement pour Josiane, c'est pas pertinent. Donc on a créé d'autres personas et en mettant bien en évidence, en disant ces besoins-là, ils sont intéressants, on les oublie pas, mais pas pour Josiane. Donc faisons d'abord Josiane et le reste, on verra plus tard. Hein. Et une des difficultés au début qu'on a eu, c'est justement recentrer sur Josiane, donc faire en sorte que tout le monde y fasse référence. Donc avec Nathaniel, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, avec les products, les développeurs, les managers, etc., pour pas que ça parte dans tous les sens. Et à notre grande surprise, petit à petit, à force de communiquer, ça a pris. Les gens raisonnaient à partir de Josiane. Dans les réunions, Nathaniel et moi, on n'y faisait plus référence. Et de même, les managers disaient non mais attendez, Josiane, elle a pas besoin de ça. On met ça plus tard. Donc là, vraiment, c'était déjà une première victoire pour nous. Et là aussi, où on a eu une grande victoire, c'était lors d'une présentation générale du groupe Email Vision. Il y avait l'ensemble des développeurs du monde entier qui étaient présents. Et le product manager racontait là où en étaient les projets. Et pour expliquer là où est l'état des projets, il est parti de Josiane, en fait. Donc ça a vraiment eu un impact général sur Email Vision. Et là, on s'est dit, waouh, on a gagné déjà une grande bataille. Donc c'est vrai que l'avantage de Josiane, c'est que c'est un bon vecteur de communication qui parle à tout le monde. Et même ce qui était amusant, c'est que moi un jour j'étais en train de remettre à jour mon Scrum Board après un planning. J'ai carrément le PDG de l'entreprise qui passait dans le couloir, qui est venu en disant, qui venait regarder un peu ce que j'étais en train de faire. Et il me fait tiens c'est marrant ça Josiane, et du coup en 2 minutes j'ai pu lui expliquer un peu façon elevator pitch ce qu'on faisait et à quoi ça servait à travers ce personnage. J'ai pu lui expliquer du coup en moins de 2 minutes où en était le projet et quel était le but à atteindre, et ça lui a parlé tout de suite en disant vraiment dire ah c'est sympa, c'est intéressant, et il est reparti content parce que du coup il comprenait vraiment. C'est vraiment un très bon moyen pour arriver à communiquer ce qu'on cherche à obtenir. Alors pour poursuivre, maintenant, comme on l'a dit, on a défini un but, une vision commune à tout le monde. On avait notre persona, et maintenant, comment est-ce qu'on développe la solution ? Donc voilà, donc on a développé, comme vous l'avez vu, tout l'ensemble des besoins qu'on a vraiment découpés, affinés pour Josiane. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que là où je vous disais depuis février, là on arrivait au mois de septembre, on avait accumulé plusieurs mois de développement.
La conclusion à laquelle on est tous arrivés, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que du fait qu'on a tous travaillé ensemble, qu'on a fait un workshop tous ensemble, on est arrivé de manière collective à cette décision-là. C'est l'idée de dire, ce qu'on fait actuellement, c'est on part dans la mauvaise direction, et la seule bonne décision à prendre, c'est de s'arrêter, quoi. C'est de supprimer, quoi. Repartons à zéro. Oublions tout ce qu'on a été fait jusqu'à présent, et c'est pas facile de prendre ce choix-là. Et par contre, ce qu'on va faire du coup, c'est un nouveau projet. On repart from scratch. Il nous restait à peu près 3 à 4 mois pour sortir quelque chose. Donc on a toujours cette date butoir qui nous attendait au bout du compte, qui ne changeait pas. Mais on disait, si on veut vraiment sortir quelque chose qui apporte de la valeur, si on veut vraiment sortir quelque chose qui soit cohérent, aussi bien techniquement que fonctionnellement, il faut qu'on reparte à zéro, quoi. C'est vraiment la seule solution. Je précise aussi que ce genre de décision, c'est vraiment pas simple à prendre. En fait, avec Nathaniel, on avait de la légitimité pour prendre cette décision, puisque comme il vous l'a dit au début, on était intervenu sur des projets auparavant chez Melvision qui se sont déroulés avec succès. Du coup, la responsable du pôle R&D et les managers nous donnaient carte blanche. Ils nous faisaient confiance pour la suite, mais il faut savoir que c'est super difficile de pouvoir faire raisonner les gens comme ça. Ouais, juste pour pas donner mauvaise. C'est la décision, c'est pas nous qui l'avons pris. C'est vraiment c'est à l'issue du workshop où on a vraiment tous fait un vote pour dire quelle était l'opinion de chacun, et à la fin, ce sont le management produit et le management côté développement qui ont entériné la décision en disant ok, on valide de faire ce choix-là et on repart, quoi. C'est quand même pas nous qui l'avons pris, quoi. C'est pas une décision qui est facile à prendre. Donc du coup on s'est dit sur le projet existant on va faire quelques petites évolutions mineures qui seront rapides pour quand même contenter les clients actuels, et par contre on va vraiment essayer de partir bien en tête sur Josiane et essayer de lui faire un tout nouveau projet qui va vraiment lui plaire. Donc on est content, on repart. Ça marche pas mal. Donc là on a quand même une grosse équipe. Je vous disais, on est 8 pour l'équipe dev, 2 testeurs, un designer à plein temps sur le projet. Ça marche pas mal. Pendant une semaine, on fait une semaine complète que de POC en fait pour valider tous les idées qu'on avait pour Josiane. On avait quand même quelques interrogations, on avait quelques petits trucs un peu tricky quand même à faire. Du coup, pendant une semaine, on fait que des POC pour essayer de voir si ça va passer ou pas. Super dynamique à l'issue de ces POC-là. On a vraiment couvert tous les risques du projet. Globalement, à peu près, quoi. On a couvert énormément de parties sur lesquelles on avait encore des doutes. Ça marche pas mal. Et très rapidement, par contre, on retombe un peu comme ça, c'est que on retombe un peu la tête dans le sable. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que la dynamique de l'équipe commençait à s'atténuer. Ils commençaient à être fatigués puisqu'ils travaillaient déjà depuis le mois de février dessus. Le projet a été remis en question et parti sur nouvelle base, mais ils en avaient un peu ras-le-bol. Et du coup, avec Nathaniel, on a essayé de travailler sur ça, essayer de dynamiser l'équipe. Il y avait aussi des inquiétudes sur les délais de la part des managers. Du coup, on s'est dit, faut qu'on essaie de trouver une solution. Donc pour la dynamique d'équipe, on viendra un peu plus tard, mais on a pas mal travaillé en pair programming, on les a sensibilisés à certaines méthodes de travail. Et concernant les délais, on voyait qu'on n'allait pas trop tenir les délais. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de réaffiner un peu les fonctionnalités qui sont prévues pour le mois de février, avec un découpage vertical. Donc en fait, le piège qu'on a eu, c'est que vu que nos délais étaient assez courts, on s'est dit, on pensait que ça allait être assez facile à driver ça. Et on est parti en fait dans un découpage assez classique, donc assez vertical, où en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait chacun de nos gros thèmes et on y allait, on avançait petit à petit sur dire voilà notre gros thème, il faut qu'on rajoute, pour les clients japonais, il fallait qu'on rajoute des emojis, c'est des petits caractères pour des petites images qu'ils aiment bien rajouter dans tous leurs messages. Et du coup, chaque fois, on disait, on prend chacune de nos gros thèmes et on les développe d'un bout à l'autre, en tombant aussi dans le piège du détail, c'est-à-dire qu'il y a certains petits détails, certaines petites features à la fin qui deviennent très coûteuses à faire. Et on a du mal, du coup, à cerner vraiment l'étendue potentielle. Notre backlog, il commence à grossir. Et on se dit, mince, c'est vrai qu'on commence à s'inquiéter en se disant, est-ce qu'on va être capable de sortir quelque chose en février? On aura plein de features qui seront bien terminées, mais est-ce qu'on aura quelque chose sur lesquels qui marche de bout en bout? Au final, on commence à s'inquiéter. Donc on est parti peut-être pendant 2 sprints sur ce mode-là, avant de se dire, mince, au final, on a vraiment trop peu de temps, on a vraiment trop d'inquiétude. Donc on a refait un exercice de story mapping. Je ne sais pas si ça vous parle, la notion de story mapping. Vous trouverez ça sur le blog de Jeff Patton, très bien expliqué.
En fait, donc ça, c'est voilà le résultat qu'on a obtenu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini donc ce qu'on appelle la colonne vertébrale, c'est-à-dire quelles sont un peu la notion de workflow, toutes les différentes étapes de notre projet, toutes les différentes. C'est un peu des épiques. Hein, ça correspond un peu à des épiques en agile. Hein. En dessous, on a toutes nos user stories qui sont triées par rapport de priorité, c'est-à-dire celles qui sont vers le haut sont plus prioritaires. Et on a vraiment travaillé pour dire, ben voilà, quel est notre produit minimum à avoir, quel est vraiment, on retombe un peu dans la notion de MVP, hein, de minimum viable product, c'est-à-dire quel est le minimum qu'on peut sortir qui va apporter de la valeur à nos clients si on sort ça, quoi. Donc en fait, cet exercice-là était hyper intéressant parce que du coup, on avait une vision très exhaustive de quel était le minimum à obtenir. Et surtout, du fait qu'il y avait tout le monde qui participait aussi à cet exercice-là, notamment côté product, on a pu éliminer des items qu'on pensait qui étaient non négociables. Hein. C'est-à-dire typiquement une fonction share. Une fonction share, on disait share sur Twitter, Facebook, ça nous paraissait le b.a.-ban, dire maintenant c'est hyper tendance, il faut vraiment qu'on l'ait. Et le product manager fait en fait on a des stats dessus, il y a 2-3 clients qui l'utilisent. Donc si vous ne le mettez pas concrètement, ça ne sera pas un drame, on peut vraiment très bien vivre sans, quoi. Donc on a eu tout un tas de choses sur la partie message de test. On s'est dit en fait si cette partie-là on l'a pas, on peut très bien se raccrocher sur l'actuel qui est pas génial mais qui fonctionne quand même. Et notre produit peut sortir même sans cette partie-là, ça sera vraiment pas un drame non plus. Donc on a vraiment pris ces choix-là et surtout du coup on avait un périmètre qui était très bien maîtrisé, où on est vraiment rentré dans le détail et où on a pu du coup bien rechiffrer, et en se basant sur la vélocité qu'on avait, du coup on avait une bonne visibilité, dire bon, là il nous reste 5 sprints, du coup là on est bon ou pas, on avait vraiment une très bonne visibilité, on a vraiment gagné sur cette partie-là, quoi. Et donc après, une fois qu'on a adressé ce problème de délai, il nous restait à travailler avec l'équipe, la rendre plus dynamique. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on a fait pas mal de pair programming, on les a sensibilisés à tout ce qui était intégration continue pour avoir plus de feedback rapidement. On a, notamment Nathaniel a pas mal travaillé sur le backlog avec le product owner. En fait, on a eu un petit problème pendant le déroulé du projet, c'est que le product owner qui était là depuis le début a quitté la société en plein milieu du projet. Du coup, il fallait trouver un remplaçant. Et ils n'ont pas pu trouver de remplaçant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un graphiste qui était nouvellement embauché chez Emailvision, qui était un ancien client de ce projet-là, de l'ancien projet. Et du coup, on a demandé si c'était possible qu'il prenne en charge le rôle de proxy product owner avec le product manager au-dessus de lui. Et il a accepté, mais vu qu'il n'était pas formé, il connaissait rien à l'agilité, Nathaniel l'a beaucoup encadré au début, sur la rédaction des stories notamment. Et après, on a élargi ça à l'équipe, c'est-à-dire qu'on demandait à l'équipe de lire le backlog avant les sprint planning, de faire des corrections, pourquoi pas, de challenger un peu les besoins, faire en sorte qu'on ait une vraie équipe agile qui fonctionne tous ensemble. Et on avait en quelque sorte un début de définition de ready, en fait, parce que les personnes validaient ou pas les stories. On a même élargi ça à l'équipe QA, puisque l'équipe QA intervenait vraiment en bout de chaîne. On reviendra après sur ce qu'on a réussi à faire. Mais l'équipe QA aussi rédigeait entre guillemets des how-to démos. C'était pas vraiment des how-to démos officiels, mais il y avait des bribes de début. Et du coup, on avait vraiment un cycle agile qui se mettait en place vraiment tout doucement. Et tout le monde jouait le jeu. Autre chose aussi, c'est qu'on avait commencé à mettre en place des interventions chez les clients pour leur faire des retours. Parce qu'on faisait des démos, mais en fait, avoir des clients chez Emailvision, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont tous éparpillés un peu partout. Personne n'est disponible. Et on a des clients internes, des commerciaux, qui utilisent régulièrement l'application. Et on a réussi à avoir des contacts pour qu'ils puissent tester l'application. On a eu nos premiers retours, qui étaient plutôt positifs, et donc là, qui a redonné le moral un peu à tout le monde pour voir qu'on allait plutôt dans la bonne direction. Alors après, comme je viens de vous le dire, on a aussi travaillé avec l'équipe QA. Donc Nathaniel, explique-nous comment tu as procédé. En fait, ce qui avait d'intéressant avec la QA, c'est que donc la QA n'était pas directement sur notre plateau, mais ils étaient vraiment juste à côté, ils étaient à l'autre bout du couloir. Et on avait une vraie envie, côté QA, de s'impliquer sur le projet. Donc du coup, on a vraiment tiré ça jusqu'au bout, en disant, si vous voulez vous impliquer sur le projet, on a essayé de... Donc au tout début, il fonctionnait avec un sprint de décalage, c'est-à-dire quand on finissait un sprint, il prenait avec un sprint de décalage des stories pour faire du test. Petit à petit, on a essayé de diminuer ça pour qu'ils testent pendant le sprint best effort, c'est-à-dire autant qu'ils pouvaient. Cependant, on avait l'impression qu'il y avait quand même une grosse décorrélation entre l'équipe dev, l'équipe QA. Je vous disais, on était 8 personnes à faire du dev, 2 personnes à faire du test. C'était clairement déséquilibré entre les deux parties. Et moi, j'avais le sentiment que les QA, ils étaient quand même un peu sous l'eau,
mais qu'on avait du mal à visualiser ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est juste pris notre board Scrum, qui était assez classique, assez simple, juste faire apparaître la partie test, où vous en êtes, quelles sont les stories que vous avez vraiment validées ou non, et vraiment faire apparaître cette partie-là. Donc c'est vraiment dire, qu'est-ce qui, nous aussi leur donner la visiter en disant qu'est-ce qui est vraiment terminé et qu'est-ce qui est vraiment livré sur la plateforme de test que vous pouvez vraiment commencer à tester, parce qu'il y a des choses qui sont done pour nous mais qui ne sont pas encore testables pour eux. Où vous en êtes? Quand on l'a fait, on s'est rendu compte que si on avait une dizaine à peu près de stories côté dev ouvertes pour notre sprint, on avait une vingtaine, une trentaine un peu plus de stories qui étaient dans la partie test qui s'empilaient. Donc c'est d'avoir cette vision-là, déjà ce chiffre, de dire où on en est. Pourquoi on en est là? Donc on a fait apparaître tous les tickets Jira qu'ils avaient ouverts dessus. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que presque un jour sur deux, il y avait la plateforme qui était utilisée par les testeurs pour tester qui était KO. Et ça, c'était clairement notre faute, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait suffisamment d'efforts sur la partie configuration pour que tous les jours, quand ce soit déployé automatiquement sur leur plateforme, que ça fonctionne bien. Et le fait de le voir, en fait, ça a permis du coup à l'équipe de dev de se dire moi, mon objectif, c'est pas de finir mes sprints de manière bien, d'avoir des belles démos. Mon objectif, c'est quand même à la fin, c'est de sortir un produit qui parte en prod et qui sera utilisable, et vraiment de faire ce lien entre les deux en disant on est là pour travailler vraiment ensemble. Donc le fait de le faire visualiser, de bien le voir, ça a permis à tout le monde de dire déjà côté dev, quelles sont les actions que je vais prendre pour travailler pour que les déploiements quotidiens fonctionnent bien, pour pas que les équipes QA soient pénalisées au moins là-dessus. Ce qu'on disait, pour bien faire en sorte de travailler sur le backlog au début, que les testeurs nous valident les stories avant de commencer pour éviter d'avoir plein d'allers-retours, des échanges inutiles. Et d'essayer du coup de désengorger cette partie-là, ce qui n'a pas trop mal marché. Et même du coup, ce qui a été intéressant, c'est que du coup les testeurs qui participaient à nos stand-up le matin sont mis de plus en plus à intervenir en fait comme vraiment partie intégrante de l'équipe, quoi. En disant voilà, moi hier j'ai travaillé sur ces stories-là, voilà je suis bloqué sur celle-là, voilà les points qui me bloquent, sont devenus vraiment des personnes à part entière de l'équipe. D'autres choses aussi, voilà, donc on a vraiment pour essayer de dynamiser un peu tout le monde, essayer de tracer les problèmes, ce qui est très important. Bon, ça c'est une chose classique, c'est de varier les rétrospectives. Ça veut dire jamais rester sur les mêmes formats, d'essayer chaque fois d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de changer de façon de penser. Donc voilà des exemples comme le speed car. Bon, ça c'est juste pour savoir voilà dans quel état se trouve l'équipe avant la rétrospective. Ça c'est des exercices assez classiques qu'on trouve dans le livre Agile rétrospective. Ce qui est intéressant, c'est de varier des exercices. Des fois de faire des exercices plutôt orientés brainstorming, et de temps en temps c'est plutôt de faire des exercices orientés résolution de problèmes. Donc le cause-effect diagramme est très bien, par exemple, sur dire là on a pas mal brainstormé la dernière fois, on a vraiment identifié des problèmes. Ce coup-ci on va vraiment travailler sur un problème donné, comment on peut creuser, essayer de trouver des vraies causes, des vraies idées pour changer la donne. Donc voilà, c'est vraiment dire voilà aussi monitorer ces rétrospectives, savoir si elles sont efficaces ou pas. Donc c'est tout ça qui est important à faire. Oui. C'est important de changer aussi bien le format de rétrospective que le type de rétrospective entre du brainstorm, de l'analyse, différents modes pour avoir différents leviers différents et que tout le monde s'implique dans le projet et chacun voit ses problèmes adressés. Donc voilà, en fait, pour la petite histoire, donc, moi je suis parti mi-janvier. Mi-janvier, j'ai quitté Imalvision, j'avais fait mon bout de chemin avec eux, c'était l'heure de partir. J'ai laissé Nicolas quand même, je ne les ai pas laissés tout seul. Pour la petite histoire, il y a eu un petit décalage, en fait, petit problème technique chez Imalvision qui a décalé tout le train de release là, qui devait être livré normalement fin janvier. Ça a été livré que, je crois, fin février, dans ce bout-là. Donc je vais laisser le mot un peu de conclusion à Nicolas, en disant Nicolas, toi qui es resté, comment ça a été vécu au final? Est-ce que c'était plutôt un succès ou plutôt vécu comme un échec, ce projet qu'on a arrêté et qu'on a recommencé? Alors en fait, donc c'était lors d'une rétrospective de projet. Donc j'ai posé la question à tous les intervenants. Maintenant, voilà, le projet est prêt. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un échec ou un succès? Et de manière générale, c'est plutôt un succès, mais un succès mitigé. Parce que si on regarde toute la durée du projet, il a démarré en février 2011, sorti en février 2012. Donc toutes les possibilités qui étaient prévues dès le départ n'ont pas été faites. Mais c'est quand même un succès parce que
si on regarde le remodelage du projet vers septembre-octobre, on a sorti tout ce qu'on avait, toutes les fonctionnalités sur lesquelles on s'était engagé. Donc c'est pour ça que c'est un peu mitigé. Alors, pour continuer dans la rétrospective de projet, parce qu'avec Nathaniel, on en avait pas mal discuté. Au final, on ne connaissait pas trop ce qui s'était passé avant notre arrivée, avant août-septembre. On avait eu quelques discussions de couloir sur pourquoi est-ce que le projet est dans cet état-là, pourquoi les besoins ont mal été définis. Et du coup, je me suis dit, c'est la bonne occasion pour faire l'exercice de la timeline sur ce projet. Donc la timeline, en quoi ça consiste? Alors on trace une ligne de temps, donc en l'occurrence ici de février 2011 à février 2012. Et j'ai demandé à tous les participants de mettre sur un post-it un événement marquant par rapport à une période. Donc on voit tout l'amas de post-it qui se trouve en haut du tableau. Donc sans regarder dans le détail, il y a quand même deux gros points qui se dégagent. On voit que, enfin, là on voit pas les dates, mais grosso modo la partie avant août, il y a très très peu de post-it. Et en fait, ça s'est expliqué par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont succédées sur le projet. Il n'y avait pas d'équipe stable pendant très longtemps. Donc ça explique certains problèmes. Et ça va faire apparaître aussi la vraie source du problème. En fait, le product manager nous a expliqué qu'ils avaient démarré ce projet-là. Ils l'avaient lancé en février 2011, mais en fait, ils n'étaient pas du tout prêts. Parce qu'il y avait une mise en production en janvier 2011 qui s'était très mal passée. Du coup, ils ont dû rattraper pas mal d'erreurs. Ils avaient lancé des bribes de fonctionnalités au product owner, à l'équipe. Et en gros, ils attendaient que l'équipe gère toute seule ce projet-là, sans qu'il y ait définition de besoin. Donc, cet exercice-là nous a permis de voir pourquoi le projet était dans cet état-là. Après, on remarque que dans la deuxième partie, il y a beaucoup plus de post-it, puisque d'une part, on était beaucoup plus nombreux, on était monté à 8 personnes, et il y a eu pas mal d'événements, ça a pas mal bougé. Donc j'avais demandé aussi de mettre les post-it, j'avais mis des codes couleurs pour savoir si les événements, les personnes pensaient que c'était nécessaire, pas nécessaire ou moyennement nécessaire. Donc là, on était vraiment assez nombreux, donc dans la mode post-it, on voit pas grand-chose, mais grosso modo, on voyait les problèmes qui ont été remontés, là où ça a bien été. Et donc, pour essayer de synthétiser tout ça, j'ai proposé de faire une deuxième partie, qui est en bas, qui est de demander le ressenti des personnes sur la période. Donc, j'ai mis des smileys, donc content, pas content, moyennement content. Et ensuite, on demande aux personnes de mettre des points et on voit qu'il y a des nuages de points qui se dégagent et on peut en déduire une courbe. Et on voit que la courbe, au final, elle reflète bien ce qui s'est passé sur le projet. On est au tout début du projet, les personnes sont super enthousiastes, on commence un nouveau projet, on a des ambitions, etc. Très rapidement, les problèmes sont apparus. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a démarré sans vraiment de besoin. Donc, le moral était assez bas pendant une assez longue période, on remarque bien. Ensuite, avec Nathaniel, on est arrivé. Donc, les gens commençaient à reprendre confiance, mais pas vraiment. On voit que ça a pris un peu de temps. Et une fois qu'on a pu faire toute cette dynamique, tout ce travail sur les story mapping, l'agilité, etc., on voit que les gens ont tout de suite repris de l'enthousiasme. Et ça s'est d'ailleurs vu sur les derniers sprints. On a dépilé beaucoup plus vite les fonctionnalités. On commençait à avoir une vélocité de croisière qui était plutôt bonne pour l'équipe. Du coup, on a encore une autre grande victoire. À l'issue de cette rétrospective, je me suis dit que ce serait dommage d'en rester là. Ce serait bien que tout le monde en profite. Donc, à l'instar des rétrospectives de sprint, je me suis dit on va faire un ensemble d'actions, mais un peu différemment. Donc, c'est tiré d'un livre, Agile Retrospective. Ouais, de Norman Kearse, voilà. Un peu la référence. Et en fait, dedans, il explique deux façons de faire. Donc, moi, j'ai choisi la façon de dire on va lister les choses qu'il ne faut surtout pas refaire sur un projet de ce type-là. Et des choses qu'il faudrait refaire, des choses qui sont plutôt bonnes, mais peut-être à améliorer. Du coup, on en a déduit deux catégories de listes et qu'on a affichées dans l'open space et qui sont utilisées sur d'autres projets actuellement. Il y a d'autres projets qui ont démarré et qui utilisent certaines de ces choses. Parmi ces choses, par exemple, on a absolument définir les besoins en début de projet, pas voir trop large, faire en sorte qu'il y ait plus de communication, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que la liste est assez longue. Et donc voilà pour la fin du projet. Ensuite, on a été un peu plus loin avec Nathaniel. On s'est dit, on a fait la rétrospective de projet, mais au final, ce serait peut-être pas mal de faire une rétrospective de nous-mêmes, en tant que coach, sur ce qu'on aurait pu améliorer sur le projet. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit, Nathaniel est arrivé au mois d'août, moi au mois de septembre. Le projet a, entre guillemets, redémarré au mois d'octobre. Et on s'est dit, est-ce qu'on aurait pu raccourcir ce temps-là, peut-être ? Et peut-être, si on avait fait le story mapping plus tôt, peut-être qu'on aurait pu sentir déjà les problèmes, le découpage, les problèmes d'estimation qu'on a eu au début, les craintes de l'équipe. On aurait peut-être pu adresser ça immédiatement.
Du coup, c'est une des pistes sur lesquelles on s'est un peu remis en question. L'autre point sur lequel on aurait pu être bien mieux aussi, c'est la prolongation de ce story mapping. C'est vraiment travailler plus sur cette notion de minimum viable product. Donc là, on est un peu dans l'idée du Lean Startup, c'est vraiment de creuser pour dire si on doit sortir un produit en 1 mois et demi, 2 mois, comment on doit trancher dans la masse pour sortir quelque chose qui puisse déjà nous donner du feedback, qui puisse déjà apporter potentiellement de la valeur et essayer d'avoir une boucle de retour beaucoup plus courte. C'est-à-dire que ce qui a été intéressant, c'est que ce que faisait Nicolas, c'est qu'on a fait intervenir, du coup, on a fait une démonstration auprès de clients, auprès d'utilisateurs, et on l'a fait assez tardivement. Donc, ça nous a quand même apporté de la valeur. On a eu des retours qui étaient vraiment intéressants. On a rajouté une fonctionnalité qu'on n'avait pas vu venir et qu'on avait totalement oublié, qui pour eux était vraiment indispensable, totalement indispensable. On aurait pu travailler pour déjà, en fait, même si la durée était courte, 3-4 mois, c'est très court. Malgré tout, on aurait pu encore aller un cran au-delà pour vraiment avoir une boucle de feedback qui était bien plus rapide. Le piège aussi qu'on n'avait pas anticipé au début, on s'en est rendu compte un peu tard, c'était qu'au final, on avait plusieurs projets. On travaillait sur plusieurs projets en même temps et tout était mélangé dans le même backlog. Du coup, on s'est dit, ce serait mieux un projet, un backlog. Du coup, c'est ce qui a été fait, mais à la fin du projet, et même au milieu, mais ça a été tardivement. Du coup, on aurait pu gagner un peu de temps aussi au début. Il y a eu la refonte ISO fonctionnelle aussi, donc je m'explique, c'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'ai dit, moi au début quand je suis arrivé, je pensais que c'était une refonte du projet existant. Il se trouve que les besoins ont changé entre-temps, mais en fait il y a cette refonte qui est toujours pas adressée, c'est-à-dire les personnes chez Imavision se posent la question de savoir est-ce qu'on l'a fait, on l'a fait pas, si oui comment, donc il y a ça aussi, il y a encore du travail à faire dessus. Et comme le disait Nathaniel tout à l'heure quand on parlait de travail avec l'équipe QA, il y a les problèmes de déploiement, donc ils sont très lourds chez Imavision, il y a beaucoup de procédures, tout à l'heure Laurent Sarrazin parlait de continuous delivery, on en est très loin chez Imavision, du coup on aurait bien voulu adresser ça mais on n'avait pas le temps de tout faire. Je travaille un peu en ce moment, vu que je continue encore la mission, je travaille un peu sur cette problématique, mais c'est encore à creuser pour vraiment être agile jusqu'au bout. Donc voilà, on vous a fait un petit retour d'expérience, j'espère que ça vous aura plu. Notre message, donc si vous devez retenir quelque chose de cette présentation, c'est un peu le bilan en disant nos clés à nous, ce qu'on voudrait pas que vous pensiez, c'est que notre méthode, elle fonctionne, c'est la bonne méthode et qu'on est fier d'avoir trouvé la clé du succès. Très loin là, pour nous, la clé du succès, c'est surtout de bien comprendre que quand ça marche pas et quand on commence à patouiller à un moment donné, quand on commence à avoir la tête dans le guidon, que l'équipe commence un peu à être inquiète, c'est que c'est juste un signe pour essayer autre chose, et c'est à ce moment-là qu'on a ressorti des outils de notre boîte à outils. On aurait peut-être pu les sortir plus tôt. Dans certains cas, c'était pas forcément approprié. On n'aurait peut-être pas eu une adhésion de l'équipe parce que l'équipe se serait pas confrontée au problème. Donc ça reste à voir. Il aurait fallu le refaire dans l'autre sens en mettant tout de suite les outils dès le début pour voir qu'est-ce que ça aurait donné, ça aurait été intéressant. Mais en tout cas, c'est dire quand ça marche pas, c'est surtout le bon message pour dire faut essayer autre chose, quoi. L'autre message clé qu'on voulait faire passer, c'était dire ce qui a apporté aussi le succès du projet, quoi. Pour moi, je pense que c'est quand même relativement un succès. C'est qu'on a été transparent sur notre communication, sur l'état du projet, sur l'état d'avancement tout le temps. Et du coup, on a pris des décisions collectivement tous ensemble qui ont vraiment changé la donne. J'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu avant et que j'espère pouvoir revoir ailleurs. C'est le responsable du produit à l'issue de notre workshop tous ensemble de la Product Box. Le responsable produit d'Imavision a pris la parole devant tout le monde, donc il y avait quand même pas mal de personnes assez haut placées pour dire écoutez, en tant que responsable produit, je me rends compte qu'on s'est planté. Et on prend la responsabilité côté produit de cet échec. On n'a pas mis les moyens, on n'a pas vraiment fait ce travail jusqu'au bout de définir le besoin. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez impensable de croire que quelqu'un arrive à faire son autocritique comme ça. Et ça a amené énormément de choses positives. Donc j'espère avoir l'occasion de le revivre dans d'autres situations. Et enfin, donc, le dernier message, c'est dire toujours, malgré les problèmes, malgré le moment où ça fait mal, ce qu'il faut continuer, c'est garder du fun dans l'équipe. Ça, c'est deux développeurs de l'équipe. Toujours travailler pour garder ce côté fun et faire en sorte que tout le monde soit content le matin de venir bosser avec vous. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.
Oui, bonjour. Je reviens sur la question des testeurs. Vous avez dit que vous aviez 2 testeurs pour 8 développeurs et vous trouviez qu'il y en avait pas assez finalement pour ce projet-là. Et je suis un peu étonné parce que je me dis qu'un testeur pour 4 développeurs, ça devrait être suffisant. Est-ce que vous pouvez du coup préciser les responsabilités de ces testeurs et pourquoi, selon vous, il n'y en avait pas assez? S'il n'y en avait pas assez, c'est que ça dépilait pas assez vite. C'est aussi simple, c'est qu'on avait un goulet d'étranglement, là-dessus. C'était aussi, ce que je disais, c'était si un goulet d'étranglement, c'est qu'il faut voir si la ressource, c'est qu'on manque de ressources à ce niveau-là, ou si on a des problèmes ailleurs, ce qu'on a aussi adressé. J'ai pas de réponse. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Ça dépend des types de projets. Là, c'est quand même, on travaille sur un legacy. Et du coup, quand il y a du legacy, les développeurs ils font beaucoup de tests de non-régression en parallèle. Et il n'y a pas un gros effort d'automatisation de tests qui avait été. C'était un effort qui était en train de se faire avec la transformation agile chez Imalvision. Mais c'est un effort qui est assez nouveau aussi. Donc, du coup, le coût est plus fort en ce moment-là, quoi. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au début, les testeurs n'étaient pas à 100% dessus. Comme vient de le dire Nathaniel, c'est un gros legacy qu'on a. Du coup, il y avait beaucoup de tests de régression, mais sur d'autres fonctionnalités. Ils sont très peu dans l'équipe. Il y a beaucoup d'équipes. Enfin, à titre d'exemple, il y a environ 25 développeurs pour 5-6 testeurs. Donc, et sachant que c'est une grosse application, mine de rien, là, c'est vraiment une toute petite partie. C'est le cœur de métier, mais c'est vraiment une toute petite partie. Merci. Vous avez dit que vous aviez décidé seulement à la fin du projet de splitter en plusieurs backlogs. Donc je voudrais comprendre pourquoi vous avez décidé de splitter en plusieurs backlogs alors que c'était qu'une seule équipe, si j'ai bien compris. En fait, c'était une seule équipe, effectivement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait... bon, on va rentrer dans le détail. Donc, il y avait le projet message, la création de messages en lui-même. Et à côté de ça, il y avait un projet image librairie. Donc, c'était vraiment une librairie d'images. Vous uploadez, vous pouvez les incorporer dans vos messages. Et il se trouve que ce projet-là pouvait être fait vraiment à part, même par une autre équipe. Du coup, c'est pour ça qu'on a proposé ça. Et parce que ce qui nous a posé problème, c'est qu'au final, les projets sont apparus comme ça, les uns derrière les autres. Et on s'est dit, bon, on les incorpore dans le backlog général, puis on va les prioriser. Et en fait, non, on a perdu plus de temps. Parce que si on aurait pu les sortir et proposer à une autre équipe de le prendre en charge. C'est simplement pour ça. Oui, concernant Josiane et les autres personas que vous avez identifiés, les autres, ils sont devenus quoi? Parce que là, vous avez priorisé a priori le projet sur Josiane. Et les autres personas, leurs usages, leurs scénarios, ils sont... Alors, les autres personas, alors actuellement, le projet est entre guillemets en suspens, puisque là, il y a eu la partie code freeze, ça s'est terminé au mois de février. Il va être vraiment à disposition des clients au mois d'avril. Les managers et les products attendent les premiers retours clients sur le terrain, vraiment, pour pouvoir continuer le projet et voir si on va continuer avec ces personas-là. L'idée, en tout cas, ce qui est intéressant, on est un peu dans l'idée du Lean Startup, c'est de dire, déjà, essayons de voir si notre projet, il intéresse quelqu'un avant de continuer dessus et essayer d'itérer dessus. Si on n'est pas sûr, déjà à la base, qu'on a vraiment quelqu'un qui soit intéressé, ça ne sert à rien de vouloir trop faire un couteau suisse tout de suite. Et c'est vrai qu'en ça, la technique des personas nous a pas mal aidé là-dessus. J'en profite juste j'ai oublié de citer Jean-Claude Grosjean, bien sûr, sur son blog, qui fait énormément de contenu sur Quality Street. Si vous voulez creuser la partie persona, c'est vraiment une mine d'informations. Alors, tout d'abord, bravo pour la présentation, c'était très clair. Moi, la question que j'avais, c'était est-ce qu'il y a un système de points équivalent pour la partie fonctionnelle et technique, ou est-ce que le système de points pour les burn-downs, c'était uniquement appliqué pour les développeurs? Là, on va rentrer dans les questions qui fâchent. En fait, alors c'est toujours une question de parti pris. Hein. On va rentrer sur l'application Scrum. Sur l'application Scrum, on a chacun notre parti pris. Là, on a fait au plus simple. En fait, notre vélocité était basée sur l'effort de développement. Et en fait, on avait aussi bien des stories qui étaient fonctionnelles que des stories qui potentiellement étaient plus orientées techniques, hein, même si on essayait de les tourner le plus possible d'un point de vue utilisateur final. C'est un parti pris, c'est aussi par rapport à la maturité de l'équipe là-bas et par rapport à sa maturité agile. C'est comme ça qu'on l'a fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ou... D'accord, donc concrètement, des personnes, un métier, par exemple, la partie design, il n'y avait pas de burn down pour cette partie dédiée.
Non, en fait, elle était inclue dedans, quoi. En fait, la D'accord. fonctionnalité, elle était finie que quand il y avait tout, y compris design, qui était fait, par contre. Ok. Donc, Mais là, c'est parce qu'on avait, ça dépend. Là, c'est parce qu'on était dans un climat qui favorisait ça, vu que on avait un designer à plein temps sur le projet aussi. Si on n'avait pas eu un designer à plein temps, on l'aurait pas fait comme ça. Hein. Après aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début, c'était surtout des stories techniques au début pour la mise en place du projet. Et peu à peu, on a introduit plus de fonctionnalités pour montrer la plus-value. Parce que la technique, au début, la plus-value, elle n'est pas terrible. Du coup, c'est ce qu'il faut voir aussi. Merci pour votre présentation qui était vraiment bien. Moi, je me pose la question, parce que j'ai les contraintes projet actuellement, sur l'isofonctionnalité et Scrum. Et là, vous l'avez un petit peu abordé. Je me demande la pertinence de vouloir faire un projet Scrum quand le client demande une refonte isofonctionnelle. Parce que, à mon sens... Ouais. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus. Ouais, mais en fait, alors, je reformule la question en disant quelle est la pertinence de refaire une refonte iso-fonctionnelle. En fait, c'est plutôt ça, quoi. Je suis un peu acerbe dessus, mais c'est un peu la conclusion par rapport au retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des retours d'expérience très positifs sur la refonte iso-fonctionnelle. Je pense que c'est plus souvent un piège, c'est souvent plus un sac d'embrouille qu'autre chose. J'ai pas trop de réponse là-dessus, mais c'est surtout ça, à dire est-ce que ça a un sens de refaire une refonte iso-fonctionnelle en disant les développeurs ils vont juste à regarder ce qui se passe, un peu le produit se désengage en disant il faut que ce soit... moi je pense que c'est plus un piège qu'autre chose, quoi. J'ai pas de gros succès là-dessus, quoi. Je sais pas si... Oui, bonjour, j'ai une question à propos de l'équipe. En fait, au-delà du format des rétros que vous avez fait varier, comment est-ce que vous avez redynamisé l'équipe? Vous avez expliqué que c'était un problème à certains moments. En fait, il y avait beaucoup d'accompagnement dans les développements, tout simplement. Déjà, le fait d'avoir introduit du pair programming, ils n'étaient pas du tout habitués. On leur a montré façon de faire des tests, du TDD, ça a un peu attisé leur curiosité, en fait, parce qu'ils se disaient, il existe d'autres techniques de programmation, parce que c'était vraiment assez scolaire, on va dire. C'était vraiment, je fais mon algorithme, et après, ça marche pas, je recorrige le bug, etc. Du coup, on leur a montré d'autres façons de réfléchir, de conceptualiser. On a notamment utilisé un peu quelques patterns de solides en programmation, de conception solide, de DDD un petit peu. Donc c'est vraiment histoire de donner à manger aux développeurs, on va dire, attiser leur curiosité. Il y a d'autres choses après plus sur la dynamique en elle-même. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail parce qu'on a essayé des choses. Il y en a où on est allé assez loin. Il y en a où on a essayé des choses qui ont marchouillé un petit peu, pas forcément jusqu'au bout. Il y a des choses, moi j'avais fait un petit jeu de cartes en fait pour essayer, c'était un système de jeu en disant les gens ils peuvent prendre des actions sur les cartes et si jamais ils arrivent à le faire, ils ont des points. Donc c'était des points fictifs, c'était des points bonus qui rapportaient rien du tout. C'était aussi de proposer de faire des vies ma vie. Donc on avait pas mal insisté pour justement dans ces cartes il y avait des vies ma vie pour dire aux gens va passer une demi-journée ou une heure au moins avec la personne qui fait du test, voir quel est son métier, va passer une heure avec le designer, voir comment il travaille, quelles sont ses contraintes, va passer une heure avec la personne qui va faire le déploiement tous les matins pour se rendre compte pourquoi c'est le bazar et pourquoi c'est compliqué, pourquoi on rentre en conflit. C'est aussi tous ces dynamiques-là, essayer d'étendre le périmètre de l'équipe et dire l'équipe, c'est pas uniquement l'équipe dev, c'est vraiment une équipe à part entière qui est globale. Et c'est un peu tous ces aspects-là. Et après, c'est plus du coaching humain et personnel. Mais voilà, quoi. Il y avait aussi le fait de les faire participer au backlog. Vraiment, ils se disaient, on participe vraiment à la vie du produit. On n'est pas des simples exécutants. On réfléchit avec les managers, les products aussi. On a notre avis à donner et ce qui a été pris en compte. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué aussi. Je ne sais pas si on répond à la question. Moi, j'ai une question par rapport à ce qui concerne la vente de Scrum chez un client, le faire adhérer. Et la grande question en général qui me pose problème, mais qui doit poser problème à d'autres personnes, j'espère, c'est le budget. Là, si je me réfère à votre retour d'expérience, on n'a justement pas abordé cette question-là. Elle est fondamentale pour le client, c'est quel impact ça va avoir. On parlait d'équipe qui a grossi, mais concrètement, voilà, qu'est-ce que ça a coûté en plus ou en moins au client? De quelle manière on peut s'appuyer sur votre expérience pour témoigner? Sur les coûts, on n'a aucun retour, mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que quand nous sommes arrivés au mois d'août-septembre, le projet allait droit dans le mur, il n'allait pas sortir. Comme disait Nathaniel, ce sont des trains de release tous les 4-5 mois, il ne faut vraiment pas le louper.
C'est très très important. Le manager, enfin le PDG suit directement tous les projets. Et du coup, la responsable du pôle R&D n'a pas hésité à abandonner certains projets, les retarder et mettre de côté pour d'autres releases plus tard, pour pouvoir faire grossir l'équipe justement et pour pouvoir s'assurer que ça sorte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu insisté tout à l'heure quand j'ai dit que quand on a proposé de refaire un nouveau projet, c'était pas gagné, on avait un peu de légitimité, puisque si on n'avait pas sorti une preuve avant comme quoi ça fonctionnait l'agilité chez Email Vision, la mise en place, je pense qu'on aurait eu du mal à négocier et eux n'auraient pas vu l'intérêt d'aller dans ce sens-là. Après aussi, pour aller un peu plus loin par rapport à votre question, nous on n'a pas vendu l'agilité chez Email Vision, c'est eux qui nous ont contactés pour nous dire bah voilà, on sait que l'agilité c'est bien, ça marche bien et on veut travailler avec vous. C'est vrai que sur cette question-là, on n'avait pas vraiment la gestion du budget en lui-même. Le projet avait été sizé initialement avant qu'on arrive. Et après, en fait, c'était plus une tambouille interne, vu qu'on est chez un éditeur logiciel, de dire où c'est qu'il place les priorités et qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Et du coup, on n'aura pas forcément beaucoup de réponses pour toi parce que c'est vrai que on était moins sur cet aspect vraiment budgétisation. C'est un peu différent. Hein. On s'arrête peut-être ici. Juste avant de partir, donc déjà merci de nous avoir écoutés. Merci pour toutes vos questions. Si vous voulez juste laisser un petit feedback juste à côté de la porte, un petit post-it, Gilles fait l'hôtesse. Si vous voulez laisser un petit message éventuellement ou coller une petite gomme. Merci à vous.